Le 27 août 1992, Lee, une adolescente, disparaît alors qu'elle est laissée seule chez elle pendant 1 heure. En rentrant du travail, sa mère va la chercher absolument partout avant de prévenir la police. Les premiers enquêteurs qui arrivent sur place vont rapidement comprendre qu'un crime a été commis ici. Mais par qui? Très vite, les premiers soupçons vont se porter sur une seule personne. Salut à toutes, c'est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de Lee Ochi qui a disparu alors qu'elle avait été laissée seule chez elle pendant très peu de temps. Et vous allez voir que cette histoire est réellement intrigante parce que la police a eu plusieurs suspects. Plusieurs personnes ont eu des comportements assez étranges dans cette histoire et c'est pour ça qu'elle est très intéressante, alors restez bien jusqu'au bout. Comme d'habitude, le Utip est dans la description, l'Instagram également, et nous, on est parti. Jeudi 27 août 1992. Notre histoire se déroule cette fois-ci en Finlande. Quand je rigole, hein, bien évidemment, on est aux États-Unis, on change pas les bonnes habitudes. Plus précisément, nous sommes dans le Mississippi, à Tupelo, et c'est dans cette petite ville que vit Lee avec sa mère, Vicky. Vicky est une femme qui élève donc toute seule sa fille, puisqu'elle est divorcée de Donald, le père de Lee, qui est engagé dans l'armée et donc qui voit malheureusement très peu sa fille. Récemment, Vicky a divorcé une deuxième fois de Barney, un homme qu'elle avait épousé après son premier divorce, et donc voilà, elle se retrouve seule avec sa fille dans cette petite maison modeste en briques rouges au fond d'une rue à côté d'une rivière. En ce jeudi matin, Vicky se réveille à 6h45 pour aller travailler. Lee, cette nuit-là, a dormi toute la nuit avec sa mère puisqu'il y a eu des violents orages et ça la terrifie. Malgré ses 13 ans, elle a très peur des tempêtes, des orages, de la pluie qui frappe les fenêtres et donc elle a préféré dormir avec sa mère. En plus de ça, ils annoncent une violente tempête qui débute dès ce matin, donc Lee est pas vraiment rassurée de rester toute seule. Ce matin-là, Vicky prend donc le petit déjeuner avec sa fille, toutes les deux parlent de tout et de rien, et Lee lui explique un peu son appréhension de rester toute seule, puisque malgré ses 13 ans, elle n'est quasiment jamais restée seule chez elle, tout le temps elle suivait sa mère au travail ou autre, mais cette fois-ci elle est obligée de rester toute seule à la maison, puisque cet après-midi c'est les journées portes ouvertes du collège, et sa grand-mère doit l'emmener visiter le collège, donc elle peut pas aller au travail avec sa mère. Enfin, elle travaille pas, hein, elle va juste au travail de sa mère. Mais ce matin-là, Vicky a rassuré sa fille en lui disant « T'inquiète pas, mamie vient te chercher en début d'après-midi, une matinée ça passe super vite, en plus je travaille à peine 5 minutes de la maison, donc si vraiment il se passe quelque chose, si vraiment la tempête se déchaîne, eh bien je pourrais venir te rassurer, si tu veux, t'inquiète pas ». Malheureusement, même si Vicky ne travaille qu'à peine 5-6 minutes de son domicile, elle ne se doute pas une seule seconde que cette matinée va la plonger dans l'horreur. Elle termine alors son petit déjeuner, embrasse une dernière fois sa fille de 13 ans, prend ses clés, ferme la porte de la maison à clé, va dans sa voiture qui est dans le garage, la démarre, ouvre la porte du garage et s'éloigne sous la pluie. Vicky arrive alors au travail aux alentours de 7h50 et elle entend à la radio que la tempête risque de se déchaîner de plus en plus fort tout au long de la journée. Aux alentours de 8h30, elle décide alors d'appeler sa fille. Faut savoir que entre elles avaient mis en place une espèce de sonnerie spéciale. En gros, quand Vicky voulait appeler Lee, elle faisait sonner le téléphone 2 fois, elle raccrochait, elle rappelait tout de suite derrière. Comme ça, Lee savait qu'elle pouvait répondre au téléphone et qu'elle allait pas avoir affaire à un inconnu qui pourrait lui demander n'importe quoi. Vicky compose donc le numéro, fait sonner 2 fois, raccroche, rappelle et elle laisse sonner. Malheureusement, elle laisse sonner tellement longtemps qu'elle tombe sur le répondeur puisque Lee ne répond pas au téléphone. Bon, sur le moment, Vicky réessaye de faire sonner plusieurs fois. On sait jamais, Lee peut être par exemple aux toilettes, elle est occupée, donc elle répondra plus tard. Mais Vicky attend quelques minutes, refait sonner
et une nouvelle fois, personne ne répond. Vicky sait que Lee est terrorisée par les orages et à ce moment-là, elle a peur qu'elle se soit cachée, qu'elle ait tellement peur que je sais pas, elle se soit mis par exemple dans un placard pour attendre que la tempête passe. Vicky appelle alors sa mère, la grand-mère de Lee, en lui disant « Écoute, j'ai essayé de joindre Lee, mais elle ne répond pas, est-ce que tu peux y aller s'il te plaît ?» Faut savoir que sa grand-mère habitait à quelques rues plus loin, mais voilà, c'est une mamie, elle était pas encore prête, on était assez tôt le matin et donc elle lui dit au téléphone « Oui, bah pas de soucis, t'inquiète pas, je vais y aller, je me prépare, bon par contre je vais juste rouler doucement à cause de la tempête. » À ce moment-là, et malgré la tempête, Vicky n'hésite pas une seule seconde. Elle ne veut pas attendre que sa mère arrive à son domicile pour voir si Lee va bien. Elle quitte son travail, monte dans sa voiture et malgré le vent et la pluie qui se déchaînent à l'extérieur, elle roule assez vite à travers la ville pour rejoindre le plus rapidement possible son domicile. Elle y arrive en seulement 5 minutes. À 8h45, Vicky se gare devant chez elle et depuis sa voiture, elle s'aperçoit que la porte du garage est ouverte et que la lumière à l'intérieur est toujours allumée. Ce qui veut dire que il y a quelqu'un, il y a quelques minutes, qui a ouvert cette porte, à moins que elle se soit bloquée lorsque Vicky soit partie et qu'elle n'ait pas fait attention en regardant dans son rétroviseur. Mais sur le moment, elle ne s'inquiète pas trop, elle se dit bon, la porte a juste dû se bloquer quand je suis parti, c'est pas grave, je vais rentrer dans la maison. Vicky sort alors de sa voiture, sort les clés de sa maison de son sac, mais lorsqu'elle essaye d'ouvrir la porte, elle se rend compte que celle-ci est ouverte. Elle a été déverrouillée. Faut savoir que Vicky, pour le peu qu'elle laissait seule sa fille, fermait tout le temps la clé et qu'elle vérifiait toujours. Ça lui arrivait même de partir pour faire son trajet et qu'au bout d'une minute, elle fasse demi-tour pour revenir être sûre d'avoir bien fermé. Et donc là par contre, elle trouve ça tout de suite très étrange. Elle entre alors dans la maison, elle appelle sa fille, mais personne ne répond. Vicky marche alors dans la maison, continue à appeler, elle arrive dans le couloir, elle s'aperçoit que dans le couloir, par terre et sur les murs, il y a des taches rougeâtre. Vicky commence alors à paniquer et crie de plus en plus fort. Elle se met limite à courir à travers la maison. Elle se dirige très rapidement vers la chambre de Lee. La fille n'est pas là. Elle arrive dans la salle de bain, elle cherche des traces, quelque chose, et elle se rend compte que le pyjama de Lee est également taché et qu'il a été mis dans le bac à linge sale de la salle de bain. À ce moment-là, Vicky comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose. Il est arrivé quelque chose à sa fille, mais sur le moment, elle se dit que bon, bah peut-être qu'elle s'est blessée, elle doit bien être quelque part. Elle regarde dans le placard, elle va même dehors, regarde dans la piscine malgré la tempête, regarde dans l'abri de jardin, mais Lee n'est pas là. Lee a disparu. À 9h précise, Vicky, toute tremblante, sort alors son téléphone, compose le numéro d'appel d'urgence et appelle les secours. Rapidement, 2 agents arrivent sur place et ils comprennent tout de suite l'ampleur de la situation au point qu'ils appellent immédiatement le chef de la police à cette époque qui s'appelait Bart Aguerri et ils leur disent « Écoutez patron, là on a affaire à quelque chose de sérieux, une fille a disparu, il y a du sang dans la maison et on n'a aucune trace. » Bart se déplace donc de lui-même, arrive sur les lieux, et lorsqu'il arrive sur les lieux, il y a sur place Vicky, les 2 agents, mais également un journaliste qui avait branché en fait sa radio sur les fréquences de la police. Oui, c'est possible. Et bah voilà, il s'est rendu à la maison pour avoir son scoop. C'est dégueulasse. Bref, notre enquête commence et elle va s'avérer compliquée. L'enquête. Tout d'abord, et très rapidement, Bart va constater qu'il y a tellement de liquide dans le couloir que Lee a sûrement pris un coup à la tête et qu'elle a été assommée. En se dirigeant dans la salle de bain, il va lui aussi découvrir le pyjama, mais il va se rendre compte que sur les rebords de la douche, sur la baignoire, sur le lavabo, il reste des traces, mais ces traces ont été effacées partiellement. Ce qui veut dire que quelqu'un a pris un tissu ce matin-là pour essayer, on sait pas trop pourquoi, de faire disparaître les traces tout en laissant toutes ces preuves
dans le couloir. Mais Bart et son équipe n'arriveront jamais à retrouver le moindre tissu qui a servi à essuyer ces traces. Que ce soit une serviette, un mouchoir, un gant, un vêtement, ils ne retrouveront absolument rien dans la maison, dehors et ni même dans les poubelles. À ce moment-là, Vicky a rapidement fait remarquer aux enquêteurs qu'il manquait les lunettes de lit, des chaussures, des vêtements, mais également un sac de couchage. Ce qui voudrait donc dire que celui qui a enlevé Lee, celui qui s'est rendu à la maison ce matin-là, a pris la fille pour, je pense, la faire survivre. Sinon, pourquoi prendre un sac de couchage et des vêtements? Vous imaginez bien que, à ce moment-là de l'enquête, rapidement, le père de Lee et son beau-père vont être soupçonnés, mais selon des témoins, ils étaient bien au travail ce jour-là et sont donc rapidement mis de côté. Si on résume très rapidement, et à ce moment-là de l'enquête, Vicky est donc la seule personne et la dernière à avoir vu Lee en vie ce matin-là. Ça fait donc d'elle un suspect potentiel. Et les enquêteurs vont alors essayer de creuser cette piste. Ils vont d'abord trouver plusieurs choses assez étranges dans le comportement de Vicky. Tout d'abord, pourquoi se précipiter chez elle juste parce que sa fille ne répond pas alors qu'elle est seule depuis moins d'1 heure? C'est vrai que ça peut paraître un peu exagéré. Vicky a tenté d'appeler sa fille à 8h30 et à peine 8h50, 8h45, elle était directement chez elle par peur qu'il soit arrivé quelque chose à sa fille. Ça paraît vraiment exagéré comme réaction. Même si Lee avait peur des orages, elle n'a jamais non plus réellement fait de crise de panique au point de tout casser dans la maison. Oui, elle avait peur, oui, elle se cachait par exemple dans ses couvertures lorsqu'il y avait de l'orage, mais voilà, elle aurait jamais fait quelque chose de stupide. Alors pourquoi foncer immédiatement juste parce qu'elle ne répond pas à 2 ou 3 appels? C'est bizarre. Surtout que la grand-mère était prévenue et qu'elle allait se rendre au domicile. Pourquoi pas attendre l'appel de la grand-mère pour savoir si tout va bien? De plus, Vicky ne pleure pas. Elle semble un peu perturbée forcément, mais elle ne montre pas réellement de signes de tristesse ou de larmes. Elle essaye un peu d'expliquer sa vie aux enquêteurs, mais voilà, elle fait ça naturellement. Et puis, ajoutons aussi le fait que Lee n'était que très rarement laissée seule chez elle. C'est quand même une sacrée coïncidence qu'un mec se soit pointé ce matin-là aux alentours de 8h et qu'il ait trouvé la petite toute seule alors que généralement elle ne l'était jamais. Enfin, faut vraiment avoir de la chance pour tomber pile sur cette maison-là. Ça voudrait donc dire que toi, quelqu'un est tombé pile au hasard et c'est de la pure malchance pour Lee. Toi, quelqu'un les observait alors apparemment depuis quelques jours. Ou bien, simplement, il est arrivé quelque chose à Lee ce matin alors que Vicky était avec elle, pourquoi pas. En plus de ça, son pyjama a donc été retrouvé dans le panier à linge sale. Sérieusement, qui aurait pris le temps de changer ses vêtements et de les déposer dans ce panier-là? Ça paraît très étrange. Je pense que quand on fait ce genre de choses, on les fait certes assez calmement, mais tout de même rapidement. On prend pas le temps de jeter les affaires qui sont sales. Et il a été prouvé plusieurs fois que lorsque des personnes commettaient ces actes, elles étaient tellement choquées par ce qu'elles étaient en train de faire qu'elles essayaient de se raccrocher à des réflexes de la vie quotidienne. C'est-à-dire que, voilà, imaginons que ce soit Vicky qui, sans le vouloir, ou dans une embrouille, ou peut-être dans une pulsion de folie est assommée Lee, elle aurait pu se dire « Oh bah non, son pyjama est taché, bon bah voilà, je vais la mettre au sale et puis voilà, on n'en parle plus. » Mais bien sûr, tout ça, ce sont les premières analyses. On n'en est qu'au début de l'enquête et malheureusement, à cette étape-là, normalement, il faut déployer des chiens renifleurs pour qu'ils trouvent une trace, quelque chose. Est-ce que la personne est partie par la rivière? Est-ce qu'elle est partie par la route? Mais à cause de la tempête, les chiens ne sentiront absolument rien et l'enquête sera alors figée pour quelques jours à cause du mauvais temps. 2 semaines plus tard.
Voilà maintenant 2 semaines que Lee est introuvable. Les enquêteurs, à ce moment-là, n'ont absolument aucune piste. Ils soupçonnent certaines personnes, vous verrez ça par la suite, mais ils n'ont réellement rien de concret. Et en ce vendredi 11 septembre 1992, Vicky, en rentrant du travail, va trouver un colis dans sa boîte aux lettres. Le colis a été expédié de Boonville, une petite ville à 45 km de Tupelo. Et le destinataire de ce colis est Barney, son ex-deuxième mari. Vicky l'appelle donc, Barney vient, il ouvre le colis et à l'intérieur, il y avait plusieurs bouts de papier, plusieurs couches de protection. Et au fond du colis, Vicky et Barney trouvent alors les lunettes de Lee. Elles sont comme neuves, pas abîmées, propres, et Vicky les reconnaît immédiatement. Ce sont les lunettes de sa petite fille. Quelqu'un essaye de la faire souffrir. Elle appelle alors immédiatement les enquêteurs en charge de l'enquête, mais Bart, le chef de la police, en voyant le colis, n'y croira pas une seule seconde. Pour lui, c'est une supercherie et quelqu'un essaye de faire croire à un enlèvement. Puisque, réfléchissons 2 secondes. Pourquoi la personne qui a enlevé cette fille enverrait à sa mère, au nom de son ancien beau-père, des lunettes sans aucune lettre et sans aucun mot? Ça a pas vraiment de sens, ça a pas vraiment d'utilité. À ce moment-là de l'enquête, certaines personnes vont alors comprendre que Vicky commence à peu être soupçonnée et elles vont alors aller parler d'eux-mêmes à la police. Et les enquêteurs vont apprendre des choses très intéressantes à propos de la relation qu'avait Vicky avec sa petite fille. Tout d'abord, des voisins diront que il est déjà arrivé à Vicky et Barney de laisser Lee plusieurs heures dehors parce que elle avait fait une bêtise. Ils ont vu, voilà, presque pendant toute une après-midi, la petite fille pleurer sur les marches de sa maison, tenter de toquer aux fenêtres, mais personne ne lui ouvrait. De plus, ses professeurs diront également aux enquêteurs qu'il est arrivé rarement, mais plusieurs fois à Lee de venir à l'école en ayant mal aux jambes, mal aux genoux, mal aux bras, quelques bleus par-ci par-là, qui pouvaient donc penser que Lee se faisait littéralement et très tristement frapper. Et si Vicky, ce matin-là, on ne sait pas pourquoi, s'était peut-être embrouillée avec Lee au point de la frapper cette fois-ci un peu trop fort. Tous ces petits éléments vont alors pousser les enquêteurs à faire passer Vicky sur le détecteur de mensonges. En fait, si vous vous demandez comment marche un détecteur de mensonges, la machine va tout simplement fonctionner en fonction de vos pulsations, en fonction de votre peau. Pas un expert, mais voilà, ça marche surtout avec le rythme cardiaque. Et la machine, lorsque vous allez mentir, va détecter que votre rythme cardiaque s'accélère. Vous n'êtes pas sûr de vous et vous commencez à paniquer. Vicky va passer 3 fois sur le détecteur de mensonges. Une fois, elle va passer devant les enquêteurs, elle va être branchée à la machine, et 2 fois, elle va passer par le FBI qui va venir l'interroger avec leur propre machine. Et ces 3 fois, Vicky échouera au test du détecteur de mensonges. Pendant son entretien, elle a donc menti au moins une fois. Et il lui posait pas des questions pièges, c'était généralement des questions un peu bêtes pour avoir le rythme du cœur normal. Par exemple, comment vous vous appelez, où habitez-vous, quel âge avez-vous? Et peu à peu, les questions commençaient à changer. Entreteniez-vous une bonne relation avec votre fille? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de frapper un peu trop fort votre fille? Est-ce que ce matin-là, vous vous êtes embrouillé avec votre fille? Avez-vous fait quelque chose à votre fille? Malheureusement, ces éléments et le détecteur de mensonges n'est pas recevable pendant un procès. Donc, on l'utilise pour tenter de se mettre sur le bon chemin, mais ça ne donne légalement aucune preuve. Il faut savoir que Vicky acceptera d'elle-même de passer sur le détecteur de mensonges, puisqu'elle dira aux journalistes: vous inquiétez pas, les enquêteurs font leur travail, s'ils ne le feraient pas, ce serait grave, mais malheureusement avec moi, ils perdent leur temps, car je suis innocent. Mais faut savoir que déclencher 3 fois le détecteur de mensonges, c'est quand même assez exceptionnel. Et à ce moment-là, les enquêteurs commencent à voir Vicky réellement comme une potentielle suspecte. Elle n'a peut-être rien fait, mais ils pensent réellement qu'elle sait quelque chose. Vicky, de son côté, et avec l'aide de son avocat pour tenter de prouver son innocence, a fait des recherches pour
essayer de trouver un potentiel suspect. Et elle en a trouvé un et elle s'est persuadée depuis, elle l'a dit à tous les journalistes, que c'était lui le coupable. En effet, Vicky avait l'habitude avec sa fille et sa grand-mère d'aller à l'église. Et dans cette église, il parlait bien avec plusieurs personnes. Et dans ce groupe de personnes, il y a un homme qui a été arrêté plusieurs fois pour des cas d'enlèvement et de cambriolage. Au moment où Vicky découvre ça, il est en prison car il s'est fait prendre pour une autre histoire. Et elle va donc le dire aux enquêteurs en disant: voyez, c'est quand même une sacrée coïncidence. Ce mec-là était dans mon cercle d'amis, entre guillemets, il savait où j'habitais, il savait que j'avais une fille et il a déjà commis plusieurs faits assez étranges. Et si c'était lui? Les enquêteurs vont tenter d'interroger cet homme, mais il ne dira absolument jamais rien et restera donc silencieux sans donner la moindre information. Mais les enquêteurs ont quand même tenté de creuser cette piste et ils n'ont rien trouvé. La mère, dans cette histoire, reste donc la principale suspecte. Donald, à ce jour, est toujours en vie, il continue de chercher sa fille et Barney, quant à lui, est décédé. Vicky est toujours suspecte car, je le répète, dans la maison, il n'y a aucune trace d'effraction. Lee avait peur des orages. Elle ne répondait jamais au téléphone si ce n'était pas sa mère. Pourquoi elle aurait ouvert à une personne qu'elle ne connaît pas? C'est quand même bizarre. Qui d'autre que Vicky, ce matin-là, aurait pu faire ça? Alors certes, il y a toujours ce petit pourcentage qui fait que ça peut être juste, malheureusement, le coup du hasard. Voilà, un homme a repéré la maison, il a vu que Vicky partait, il est entré dans la maison, il a vu Lee et s'en est débarrassé. Mais vu tous les petits éléments qu'il y a un peu partout, je trouve vraiment que, et je pense même que Vicky sait quelque chose et qu'elle n'a pas tout dit. Rien que le fait que Vicky ait foncé chez elle sans attendre que la grand-mère l'appelle pour lui dire que tout allait bien, je trouve ça très étrange. Comme si, voilà, peut-être elle voulait préserver la grand-mère de ce choc, de cette vision, de ces tâches, de cette maison un peu en bazar. Elle a préféré y aller d'elle-même et appeler elle-même les enquêteurs. Pourquoi pas? Faut savoir que les policiers ont répété plusieurs fois pendant l'enquête qu'ils pensaient réellement connaître le coupable, mais qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter sans avoir retrouvé Lee, car sinon le procès tomberait à l'eau. Ils n'ont réellement aucune vraie preuve. Et on peut pas accuser quelqu'un d'une chose aussi grave sans avoir des preuves en béton. Aujourd'hui, le dossier Lee Ochi est toujours ouvert. Des portraits robots d'elle ont été diffusés. Elle aurait aujourd'hui environ 40 ans et malheureusement, elle n'a jamais été retrouvée. Vicky vit désormais dans l'anonymat et Donald, le père, tente avec ses peu de moyens de faire des recherches. Mais vous savez, des dizaines et des dizaines d'années plus tard, c'est toujours très difficile de trouver la moindre trace. En tout cas, si quelqu'un sait quelque chose à cette histoire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais rien dit et l'enquête n'a jamais été résolue. Personne n'a jamais retrouvé Lee Ochi qui avait 13 ans au moment de sa disparition. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez orage en commentaire. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous la faire parce que je l'ai trouvée vraiment intrigante. C'est pas une affaire comme les autres. Là, il y a plein de petits détails qui pourraient mener au suspect numéro 1, mais personne n'a jamais été arrêté. Manque de preuves très solides. Alors je compte vraiment sur vous pour me mettre des commentaires, pour me dire vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Pour vous, qui est le coupable? Qui aurait pu faire ça? C'est très intéressant et j'adore toujours lire vos commentaires. À chaque fois, c'est incroyable. Il y en a qui trouvent des théories vraiment top. Bref, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, de mettre la cloche, de venir me soutenir sur Utip. C'est gratuit et ça combat la démonétisation. C'est Max Guys. On se retrouve très bientôt pour de prochaines histoires à la fois vraies et flippantes. Et puis,